Aujourd'hui, on va voir l'incroyable histoire de Paul Kit. Cette faille découverte il y a plus de 6 mois, mais on commence à en parler depuis quelques jours, qui permet en gros hum, d'accéder en local euh, à- au compte-route sans avoir le mot de passe, ni plus ni moins. Donc, on verra dans un second temps comment l'exploiter, comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais j'ai envie de commencer par une phrase de George Orwell qui disait général, plus la compréhension est grande, plus l'illusion est grande. Le plus intelligent, le moins sain d'esprit. Bah, c'est un petit peu ça. On va voir que le papa de Polki, en vouloir faire mieux que les autres, a fait moins bien. Et ça a posé de gros problèmes. Donc Paul Kit, on va introduire un peu. Tout le monde en a parlé, même Linus Torvald. Et grosso modo, c'est quoi? Donc je vais me baser sur des ressources que je vous mettrai en description, comme d'habitude. Mais on peut dire que Paul Kit, donc ça c'est la page Wikipédia, qui s'appelle anciennement Policy Kit, donc Kit au niveau des policies. Les policies, vous savez que ce sont les politiques de sécurité généralement d'un OS, d'un système d'exploitation. Donc c'est une bibliothèque logicielle libre permettant aux applications s'exécutant avec des droits restreints d'interagir avec des services privilégiés du système. À la différence d'autres méthodes permettant une évaluation des privilèges comme sudo, le processus ne se voit pas attribuer les droits super utilisateurs, ce qui permet un contrôle fin, par granularité, au niveau du système, de ce qu'on peut faire ou non, de ce que peuvent faire ou non, les utilisateurs. Polkit fonctionne sur tous les types Unix et fait partie du projet freedesktop.org. Donc lors de sa sortie, on avait la 0.105. En avril 2012, le projet changea de nom et devint Polkit. Pour souligner la réécriture du projet et la modification de l'interface de programmation, cassant de fait la compatibilité ascendante. Donc Polkit est intégré aux distributions Ubuntu, Fedora, Mandriva et OpenSUSE. Donc faille très costaud. On a des milliards d'ordinateurs qui sont faillibles. Alors le premier truc à faire, on le verra, c'est de mettre à jour vos repos et votre Linux, tout simplement en faisant un sudo apt update et un sudo apt upgrade ou full upgrade. Mais on va revenir un petit peu sur la polémique. Puisque depuis 2012, vous savez que le monde de Linux, ce sont des milliards de distributions différentes, certains noyaux communs, certains qui sont en open source, certains qui sont en closed source, certains qui sont en mix source. On va pas réécrire toute l'histoire, mais vous savez que GNU Linux, ça a été des luttes intestines, à la fois pour le pouvoir, pour les droits d'auteur, pour le monde libre, pour le monde fermé. Puis des vols de technologie, d'API, de code source, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a plein de distributions. Unix, GNU is not Linux, Linux is not Unix, etc. Je vais pas revenir là-dessus. Mais vous savez que ça a toujours été un peu compliqué. Et là, vous allez voir que, notamment Linus Torvald, qui mâche pas ses mots, généralement, on a dit du bien, d'autres en ont dit du mal. Donc encore une fois, c'est une question de point de vue. Mais très clairement, on verra, je vous ai dit, je tiens à tempérer mes propos, je vous ai dit que la sécurité par l'obscurité, ça fonctionnait mal. Mais c'est pareil, on voit que l'open source, c'est pas parce que vous faites de l'open source que forcément, il y a moins de failles dans vos programmes, dans les quadriciels que vous utilisez, dans les interfaces de programmation, dans les langages de programmation, etc. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Qu'on parle de closed source ou qu'on parle d'open source. Après, je pense que le débat est futile de savoir qui est le mieux. Pour ma part, je vous redirigerai toujours quand même vers du code source, open source, ok? Puisque on peut l'auditer. Ce principe de black box qu'on applique en ingénierie, soit logiciel, soit matériel, qui justement empêche la rétro-ingénierie. Moi, je veux que Toto demain puisse faire de la rétro-ingénierie sur mon ordinateur, sur ma machine à laver, sur ma voiture. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, avec la cyberguerre, tout peut servir de vecteur d'attaque. Vous Internet des objets et tout ça. Donc on a tout intérêt, déjà que les gens apprennent les compétences pour faire
de l'ingénierie inverse et comprendre comment fonctionne la technologie. Je vous répète tout le temps que sinon, c'est vous qui en êtes esclave. Et je préfère que oui, Toto, Tata, Titi puissent auditer ce qui se passe. Même dans ma voiture Tesla. Ok ? Parce que je sais pas ce qu'on peut faire. Hein. Si on peut prendre le contrôle à distance de ma voiture Tesla et me faire rentrer dans un mur, eh ben ça me dérangerait, honnêtement. Hein. Surtout si on peut le faire via le réseau satellite. Ok ? Une idée comme ça qui me passe par la tête. Pour sécuriser, hein, c'est pas qu'une question d'infosec, d'obsec, de sécurité cyber. C'est une question, c'est nos vies. C'est nos vies qui en découlent. Aujourd'hui, la technologie omniprésente, prépondérante dans nos sociétés, je vous le dis, tout digitalisé. Hein. Donc, dans une société numérique, on doit s'assurer de la sécurité. Et la sécurité, c'est aussi la sécurité des individus. Donc, je pense qu'il faut auditer. Je m'arrêterai là. Donc, d'autres utilisateurs s'insurgent, même contre le principe de Polkit, hein, puisque Linus Torvald affirme que les gens qui considèrent qu'il est nécessaire de demander un mot de passe super utilisateur, donc super user, donc root, pour changer l'heure d'un ordinateur ou pour configurer une imprimante, sont des idiots. Donc, bien sûr, il mâche pas ses mots, mais c'est un petit peu la mentalité qu'il a, Tony Torvald, il rentre dedans. Il dit, il mâche pas ses mots, jamais. Donc, mais il y en a d'autres qui s'insurgent contre ce principe et selon eux, en fait, sa fonctionnalité peut être implémentée sans utiliser les ressources système nécessaires pour le fonctionnement de Polkit. Surtout compte tenu que la plupart de ces fonctions existent déjà sous d'autres formes. Donc c'est un petit peu le problème qu'on a avec, je vais parler de Linux, mais enfin, GNU Linux is not Linux, mais tous les systèmes L ou Unix ou Linux ou GNU Linux, bref, il y a plusieurs outils. Hein. C'est le principe de l'open source. On a des forks, on va avoir des commits, on va mettre à jour, mais on a aussi des fois des programmes qui se substituent les uns aux autres. Et je pense que c'est jamais bon d'avoir plusieurs outils, parce qu'après, on en oublie même l'existence. Parfois, certains administrateurs système oublient que telle ou telle application est déjà préinstallée sur la distribution qu'ils utilisent. Hein, là, Red Hat, ils se sont fait poutrer, quoi. Hein. C'est extrêmement sensible. Hein. Typiquement, on va parler de Polkit. Alors bien sûr, Toto le hacker via une RCE ne pourra pas exécuter. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Je parle du domaine public. Je ne parle pas du domaine privé, des black hats, hein, des gens qui travaillent dans la criminalité, dans le secteur militaire. Hein. Polkit, Toto doit avoir un accès local, physique, sur la machine. Mais c'est extrêmement dangereux puisque dans un data center, n'importe quel technicien peut accéder à une baie, se connecter et lancer la faille Polkit pour s'octroyer les droits. Et à partir du moment où vous êtes root, sur une baie serveur, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. C'est quand même assez sensible. Pareil. Un insider, ça peut être Toto qui travaille pour une société de service et qui peut pas installer ses logiciels sur son Linux au travail. Il va pouvoir se servir de la faille Polkit pour installer ses logiciels, ses jeux vidéo. Alors je me dirais, ouais, il sera moins productif pour sa boîte. C'est pas très grave. Oui, mais un insider qui a envie de se venger de sa boîte, ok, de son entreprise, de ses supérieurs hiérarchiques, et qui va utiliser la faille Polkit pour élever ses privilèges et peut-être lancer une attaque à partir du réseau, ok, effacer des dossiers compromettants, hein, au niveau du Samba, du share, auquel il a un accès en théorie en lecture seule. Hein, s'il devient root, il peut se donner les droits et pouvoir supprimer toute la comptabilité. Donc là, on voit les multiples implications de cette faille en fonction du profil de la personne qui est malveillante. Elle va pouvoir faire pas mal de choses. Techniquement, c'est juste un gain d'accès physique. Vous avez la main sur un ordinateur qui n'est pas patché. En moins de 10 secondes, vous devenez root. Donc c'est extrêmement sensible. Mais revenons un petit peu à Polkit. Le problème, c'est qu'il incorpore un interpréteur, JavaScript. Donc, qui dit interpréteur JavaScript, dit problème de sécurité, naturellement. Et ça va à l'encontre du but recherché. On a David Tsoiten, le développeur principal de Polkit, qui justifie cette inclusion d'un interpréteur JavaScript en écrivant qu'il serait bien face à l'impossibilité de fournir une configuration qui satisfasse tous les utilisateurs, de fournir une solution qui permet de remédier aux sérieux problèmes rencontrés lors de l'utilisation
de Polkit, notamment des problèmes qui font qu'il n'a jamais bien fonctionné. Hein. Il a toujours posé des problèmes. Et là, 12 ans plus tard, la faille était présente pendant 12 ans. Hein. Elle vient d'être corrigée. On se rend compte que, il marchait pas si bien que ça. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme tous ces logiciels qui travaillent avec le noyau et qui permettent de configurer les droits sous Linux. Hein, ni plus ni moins. Vous savez, sudo c'est le meilleur exemple. Sudo aussi, il a été bourré de failles. Est-ce que ça a été fait à dessein? Est-ce que c'est une erreur de programmation? Hein, voilà. En tout cas, il y a eu mitigation. Des patchs sont sortis dans l'heure. Mettez à jour. D'accord. Voilà, ça c'était l'introduction sur Polkit. Hein, et il faut se dire que c'est quand même une terrifiante vulnérabilité, hein, ce qu'on appelle une LPE. Hein, LPE pour Local Privilege Escalation. Hein, donc escalade de privilège local. Local par opposition à distant. Vous savez toujours que quand on exploite une vulnérabilité, on a cette dichotomie. J'aime bien utiliser ce mot, vous le savez. Mais on va faire une opposition entre ce qui est distant et ce qui est local. Si c'est distant, alors je vais pousser une Remote Code Execution, une RCE, typiquement. Local, j'ai besoin d'un accès local, un gain d'accès local, privilégié sur la machine. C'est-à-dire, grosso modo, je dois être derrière le clavier et que le clavier soit au moins connecté à la machine. Même si la machine n'est pas là, il me faut au moins un terminal pour pouvoir accéder à cette machine. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de LPE. Donc c'est la CVE 2021-40-34 et il y en a d'autres qui sont sortis. Donc va y avoir matière à travailler, mais elle est surnommée PwnKit. Donc kit de pwnage. Pwnage, vous savez que en hacking, ça veut dire quand on compromet, on arrive à compromettre la machine elle est pwnée, elle est poutrée. Ok? Et ça vient également du monde du jeu vidéo, Call of Duty. Donc située dans le paquet Polkit, elle est installée par défaut sur presque toutes les distributions majeures du système d'exploitation Linux, ainsi que de nombreux autres systèmes d'exploitation en X, et beaucoup d'Unix, du Red Hat, etc., etc. Donc en d'autres termes, il affecte pratiquement tous les systèmes Linux grand public de la planète. Je vous ferai des vidéos sur Localg. J'ai pris du retard, alors maintenant ça fait quelques mois, mais en ce moment c'est, comment dire, très intéressant en termes de cybersécurité, mais il y a beaucoup de travail. Les gens travaillent comme des fous parce que avec ces 3 failles, honnêtement, la terre entière était susceptible de se faire hacker. Et encore une fois, si on parle un peu du monde du renseignement, du secteur militaire, imaginez-vous l'aubaine qu'étaient ces failles là en Polkit pour gagner un gain d'accès rapide sur une machine. Voilà. Vous voulez installer un implant dans une centrale d'un de vos adversaires, vous envoyez un espion, il se connecte en quelques secondes à la machine. Ok? Même pas besoin de faire des attaques évoluées, type Stuxnet. Vous envoyez juste un de vos agents et il peut utiliser ces failles pour gagner un accès, installer des portes dérobées, faire de la persistance, installer un implant, quoi. Ok? Donc on voit que c'est extrêmement sensible. Alors, mettez à jour, je vous ai dit, ça va corriger les systèmes infectés. Je vais me baser sur un excellent article de Qualys, qui est une société de cybersécurité, parmi les meilleurs chercheurs en cybersécurité. Je vous conseille vraiment d'aller voir leurs articles qui vous feront évoluer et vous en apprendront vraiment en cybersécurité. Ce sont des gens qui connaissent bien leur métier et qui font tout le temps des articles de qualité. Vous voulez développer vos TTP, vos techniques d'Active Directory, comment attaquer de l'Active Directory, allez voir Varonis, allez voir Qualys, ils font des articles très très bons. Ça vous servira pour vos CTF et ça vous servira pour préparer vos certifications, type OSCP. OSCP, OSW, etc., etc. Donc, là, on va parler aussi un peu bas niveau. On va parler C. Alors, l'OSCP, pour en revenir, il y a eu des modifications. Avant, on vous demandait de savoir faire sur le bout des doigts des exploits, des kernel exploits, des buffer overflow. Mais comme vous le savez, qui dit kernel exploit dit risque de compromettre la machine, de faire un déni de service, de la planter, de la cracher. C'est extrêmement sensible.
Je vous ai dit que à un certain niveau, on travaille en bas niveau. C'est vrai, pour être beaucoup plus furtif, pour contourner beaucoup plus facilement les systèmes de protection. Je vous ai dit que ça devenait de plus en plus compliqué, hein, comme c'est de plus en plus compliqué d'attaquer le userland, par opposition, encore une fois, dichotomie entre le kernel land et le userland. Hein. Mais c'est le dernier truc qu'on fera. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on sait que via un kernel exploit, on peut tout simplement cracher la machine. Donc, c'est en cas d'ultime recours. Pourquoi l'OSCP ? Parce que maintenant, l'OSCP, ouais, c'est bien de savoir faire des buffer overflow, des stack overflow, des heap overflow. Mais maintenant, on vous demande de savoir maîtriser l'AD. Hein. Vous devez connaître, si vous préparez des certifications en Active Directory, en offensif, hein, depuis quelques mois, on met le paquet sur l'Active Directory. Hein, puisque typiquement, si on regarde un petit peu les TTP et les cyberattaques d'ampleur étatique qui ont été lancées, c'est vraiment ce que je vous parle tout le temps, mais des attaques living off the land de plus en plus évoluées. Technique très simple utilisée par les hackers chinois, coréens, russes. Hein, et on voit depuis quelques années là, mais même si on a une vision d'ensemble sur 15 ou 20 ans, on voit que les techniques n'ont fait que se perfectionner, se sophistiquer. Hein, je vous parle tout le temps très haut niveau de sophistication, parce que les adversaires ont également perfectionné leur technique. Plus vous arrivez à défendre votre système d'information, votre serveur, vos postes clients, plus la partie adverse, c'est ce qu'on appelle l'émulation, on va susciter le désir de casser. Et ça pousse, en fait, les équipes bleues poussent les équipes rouges à se surpasser. Mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Les équipes rouges poussent les équipes bleues à se surpasser. Mais vous savez que les méchants ont toujours une longueur d'avance. En offensif, on a toujours une longueur d'avance. Donc en étudiant les dernières techniques, en faisant de l'intel gathering, du threat intel, on voit... je vous parlais des hackers russes, je vous parlais des hackers chinois, il y en a plein d'autres. Mais on voit qu'ils utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour attaquer de l'Active Directory. Je vous ai dit, si vous attaquez des serveurs, certes, il pourrait y avoir des contrôleurs de domaine, des annuaires, toute une composante, forêt, Active Directory, contrôleur de domaine, Ça, on le retrouve plutôt au sein quand vous avez un accès administratif dans une entreprise. Si vous attaquez des B serveurs, il y a de fortes chances que ça soit du Linux. Mais bref, revenons au sujet. Je m'égare, c'est mon gros défaut. Donc, on a une machine Linux, Polkit, on va venir l'exploiter. Et je vous disais qu'il est préinstallé. On va voir comment on peut exploiter cette escalade de privilèges local. Heureusement, comme je vous le disais, c'est pas exploitable à distance, mais c'est une vulnérabilité absolument dévastatrice. Typiquement, ça c'est dans le cas d'un buffer overflow, d'une erreur de buffer overflow. Je vais faire très simple. Grosso modo, c'est quand l'index utilise une adresse qui va excéder une certaine valeur. C'est pour ça qu'on parle de hors limite, out of bound. Et du coup, si on a de la mémoire qui est contiguë, on va pouvoir réécrire, accéder en tout cas à une partie de la mémoire qui est protégée. On a deux types d'erreurs au niveau de nos out of bounds. On a du statique et du dynamique quand on analyse notre code. Alors, c'est des défauts qui peuvent être abusés par une partie attaquante. Et grosso modo, on va pousser, je vous dis toujours, on essaye de trouver la situation, on va pousser un cas où on va pousser à la faute au niveau du comportement. Le logiciel, applique une logique, Votre code applique une logique. Cette logique, peut être détournée. Si elle arrive à être détournée, et là, c'est typiquement ce qui va se passer, on a de la mémoire contiguë, insensible. Puisque si on peut abuser de ça, on va pouvoir exécuter du code arbitraire, ni plus ni moins, qui gère les privilèges de processus. On a pkexec qui permet à Polkit de gérer les processus non privilégiés, pour qu'ils puissent communiquer avec des processus privilégiés. On les met en relation. Encore une fois, nouvelle dichotomie. Processus non privilégié, processus privilégié. Ainsi que, en tout cas, monitorer les instructions légitimes et autoriser les escalades de privilèges, comme lorsqu'on le ferait avec sudo. On a une faille de corruption de la mémoire qui existe lorsqu'aucun argument n'est transmis à la fonction. En manipulant les variables d'environnement, un attaquant va tromper pkexec pour charger et exécuter du code arbitraire avec des privilèges de super utilisateur.
La faille, elle a été introduite, il n'y a pas de 13 ans, c'est quand même inquiétant. On va dire que la sortie initiale du programme en 2009, on est en 2022. Cela signifie que presque toutes les installations de Linux et Unix dans le monde peuvent être affectées. Alors, exploitation de la mémoire sans contrôle. Au niveau de l'EIP, l'EIP, vous vous rappelez, c'est au niveau des pointeurs d'instruction. On a dans l'assembly, en x86, je vous ai dit que l'EIP, c'est le fameux pointeur d'instruction. En fonction de comment on le place, si on arrive à le contrôler, on peut lancer une attaque basée sur la mémoire, avec un débordement de tas. Donc, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Débordement de tas et débordement de pile. Je vous avais dit que la pile, c'est la stack. Stack, S-T-A-C-K. Le tas, à l'inverse, c'est la heap. Le heap, c'est H-E-A-P. D'accord? Là, on va faire du heap buffer overflow. Donc, laissez-moi vulgariser. La vulnérabilité, comme je vous disais, va permettre à un attaquant de tirer parti de la corruption de la mémoire sans avoir besoin de contrôler le pointeur d'instruction. Le pointeur d'instruction, on va le remplacer. Diriger un des processus exploités pour exécuter du shellcode situé ailleurs dans la mémoire. Je vous ai dit, quand il y a de la mémoire contiguë, on va essayer de chercher. On a différents types d'arguments. On a argv, argc, et là vous allez voir qu'on a un souci aussi au niveau des librairies. On a des librairies natives GNU Linux et on a d'autres types de librairies. On a execve, et à chaque fois qu'un nouveau programme en fait se lance, qui est exécuté par la fonction execve, on a le kernel, le noyau qui va copier un des arguments et des chaînes d'environnement, et également au niveau des pointeurs. argv va gérer quoi? Les arguments et ce qu'on appelle les environment strings, et envp gère le pointeur. Donc, à la fin de la stack, on a, chaque fois que le programme s'exécute, on récupère ça et on le met à la fin de notre pile. Ok? Donc on se retrouve avec argv0, c'est notre programme. argv1, c'est les options. Vous savez que sous Linux, vous utilisez tout le temps quoi? Appel au programme, argv0. argv1, on met les options, les fameux flag, switch, paramètres. Jusqu'à qu'on arrive à argv, argv nul, argc. Et là, vous allez voir, c'est justement ça en fait. On est en train d'utiliser, c'est cette concomitance au niveau de la mémoire entre argv, argc, envp. Puisque envp, je vous ai dit, c'est les variables d'environnement, on a des valeurs également, on a le fameux pass name et encore une fois, pointeur nul. Deux types de pointeurs, argv, argc nul et envp, envc. Normal. Le problème, c'est qu'on a du out of band. Quand argc, je vous ai dit, est nul au niveau du pointeur, ça va faire du out of band avec argv1, puisque en mémoire, ils sont contigus. Donc à partir de là, je vais pouvoir jouer sur ces valeurs. Si je peux jouer sur ces valeurs, je peux passer d'autres valeurs. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème puisque on va faire du out of band buffer overflow. C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer à pousser et réécrire une partie de la mémoire qui jouxte. Vous savez que c'est des cases mémoire, je vous ai dit. Et là, typiquement, c'est ce qui va se passer. Sécuriser, on va détourner les fonctions de pkexec au niveau de nos pointeurs d'instruction et réécrire dans une partie de la mémoire. Et ça peut être extrêmement dangereux. On a ld preload qui nous permet de gérer des variables d'environnement qui ne sont pas sûres. Mais tout dépend de ce que vous allez en faire. Mais si vous commencez à bidouiller vos variables d'environnement, on a vu quoi? On a nos variables d'environnement. Et si vous commencez à bidouiller le suite bit au niveau de votre fonction, de la main qui est appelée, ça devient un putain d'exploit. Donc l'avantage d'OpenBSD, en fait, pas exploitable, parce que le noyau, il refuse, tout simplement. S'il y a un programme qui a l'argc à 0, et qu'on le passe en paramètre au niveau de notre fonction xve, ça ne passera pas, c'est bloqué. Et c'est au niveau de la mémoire. Donc on va faire notre heap buffer overflow. Donc ça, c'est en bas niveau. Le pointeur d'instruction est remplacé pour diriger un processus exploité pour exécuter du shellcode, comme je vous le disais, situé ailleurs dans la mémoire. On peut dire à pxexec où se trouve le programme à exécuter dans nos variables d'environnement.
hein, et on fait souvent l'erreur. Hein. Typiquement, vous allez voir que on stocke souvent même des secrets, hein, dans les variables d'environnement. Pas bon. PK exec. Hein. On va l'utiliser, vous allez voir. L'argument attendu et le programme qui doit exécuter. On va détourner la logique et vous allez voir que ça fonctionne. Hein. S'il détermine que l'utilisateur demandeur est autorisé à effectuer une telle action, il va exécuter le programme. En tant que route, il va pas se poser de questions. Si aucun argument n'est donné, eh ben, il va faire un print, hein, il imprime le message d'aide à l'utilisation et se ferme. Hein. Donc justement, on va jouer là-dessus. Hein. Aucun argument donné, ok, tu me fais un print, message d'aide, et sinon, exécution. Ça veut dire que si la faille, je peux l'exploiter, vous n'aurez pas quoi? Vous n'aurez pas le message d'aide à l'utilisation. Ok? Ça, c'est quand la faille est patchée. Fonction en raison de la façon dont PKExec traite les arguments, il met également silencieusement les variables d'environnement dans l'espace mémoire des arguments avec une écriture out of bound, hors limite. Ok? PKExec cherche un programme à exécuter dans cet espace, mais n'en trouverait pas. Hein, et donc, on détourne la logique. Ok, il y a un bug. Il y a un bug, pourquoi? Puisqu'il essaye d'exécuter un programme qui n'est pas présent dans cet espace mémoire, et il quitte de façon non prévue. Donc pour un attaquant, pour qu'il puisse exploiter ça, il va placer l'emplacement de son shellcode dans une variable d'environnement pour que PKExec la passe de manière inattendue. Hein, et la passe l'exécute en tant que racine, route. D'accord? Donc l'astuce en fait, c'est de transmettre des variables d'environnement non sécurisées qui résident dans la façon dont PKExec imprime les messages d'erreur. On va déclencher une condition d'erreur en passant une variable d'environnement shell qui ne pointe vers rien. Hein, PKExec s'appuie sur la bibliothèque GNOME glib, hein, à ne pas confondre avec les autres bibliothèques qu'on a. GNOME glib permet de formater en fait correctement les messages dans divers jeux de caractères, les formats de langue. Donc vous savez que très souvent on utilise quoi? Si vous lisez du texte, c'est de l'ASCII, de l'UTF-8, généralement, mais on a également d'autres langues, comme l'arabe, l'hébreu, etc., etc. Donc on a d'autres formats. On a l'UTF-16, l'UTF-32, et vous savez qu'en fonction de l'encodage, ça va poser des problèmes de compatibilité au niveau de nos langues. Donc en disant à glib d'utiliser un jeu de caractères qu'il ne connaît pas, il va tenter de trouver une bibliothèque pour effectuer la mise en forme, ce qui est logique, en regardant dans la variable d'environnement. On a une variable qui s'appelle gcon, donc G-C-O-N-V underscore pass. Normalement, il ne s'agit pas d'une variable qui est transmise à route, mais en raison du fonctionnement de cette vulnérabilité, cette variable, donc le gconv pass, peut être introduite clandestinement dans une autre variable, comme pass, et là, vous voyez tout de suite où est le problème. Okay, je modifie la variable pass et elle est rajoutée dans l'environnement du super utilisateur. Ça s'appelle une escalade de privilèges. C'est pour ça qu'on parle de LPE. Ainsi, l'attaquant a besoin d'un shell de niveau utilisateur classique pour exécuter PKExec, mais ça va provoquer l'erreur. Et justement, utiliser un jeu de caractères non valide et définir la gconv pass à l'emplacement de son code shell en forme de bibliothèque. Donc on voit qu'on pousse, on appelle à la bibliothèque ça foire, elle va exécuter, on détourne la logique, modification du pass, on se donne les droits route. S'il te plaît, le PwnKit, elle va dire, c'est quoi ça? glib elle bug, glib elle fait, PwnKit, ça doit être une nouvelle langue, attends, je vais appeler ma variable d'environnement. Sauf que la variable d'environnement, on lui a donné une valeur déjà qui est tronquée, qui est buggée. Ok, donc vous voyez, on fait tout pour poser le système à la faute. Et on dit à la variable d'environnement gconv pass, en fait, c'est quoi? Tu es égal à pass. C'est quoi là? Ça veut dire que gconv pass maintenant est égal à la variable pass. Mais la variable pass, elle fait pas ce que fait gconv pass. À la base, gconv pass, elle fait quoi? Elle met en forme, elle s'assure de l'encodage pour glib. Et là, la variable pass, c'est la variable pass de mon système d'exploitation, de mon utilisateur. Si j'arrive à modifier ça, je peux commencer à faire une escalade de privilèges. Vous voyez qu'on est en train de mélanger les choses pour qu'elles s'imbriquent d'une certaine façon pour détourner la logique et qu'on fasse notre escalade de privilèges. Le fameux quoi? Exec VE. On a vu qu'on servait de la fonction exec VE.
Et qu'est-ce que je vous ai dit au début? Qu'on fait appel à un programme. Bien sûr, on va lui passer en paramètre le user bin. Et dans user bin, il y a quoi? Il y a le fameux pk exec. Ok? Et qu'est-ce qu'on lui passe d'autre? Bah, les args. Hein? Et environ. Et environ, args, c'est quoi? Bah, c'est ce que j'ai défini un peu plus haut. Hein? C'est mon car constante, car constante. J'ai deux quarts. Deux quarts. Args et environ. Environment, hein, vous l'avez compris. Niveau des CVS, du calcul, on est gravité très élevée. Hein. Enfin, élevé en tout cas. Je crois que c'est du 7,8. Hein, donc c'est assez violent.